Petit pas à petit pas, on avance, on apprend. Hello, Mr. Vice. Hello. Alors du coup, c'est Vice ou Weiss? Il y a une... On dit Wes, mais tu peux dire comme Ah, tu veux. Mais Wes? euh, Ah, je... c'est marrant. enfin, je dis Wes, mais tu as raison que normalement c'est d'origine plutôt allemande et ça veut dire blanc en allemand, bien sûr. Les connaisseurs, donc on dit Weiss, mais moi je dis Wes, ça donne un côté américain, tu vois. Ah, Wes. On va dire Mais, Westworld, mais, mais c'est pas la bonne... c'est mais pas la bonne ref, ou- ouais. ouais, c'est Westworld normalement. Ah oui, bah en fait, En il y avait plus, quoi? Il y avait pas un... Westworld avec Anthony Hopkins, la série, tu parles? Alors, il y a ça, excellente série d'ailleurs, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai Ouais, si, adoré. c'était super bien, ouais. Il y a juste, on l'a pas fini, parce que, bon, je spoil pas, mais il y a je crois que c'est la dernière saison, et j'ai trouvé ça un peu difficile, mais et donc on l'a pas fini. Donc je connais pas la conclusion, le dernier épisode, je sais pas ce qui se passe, mais Je sais même pas, j'en ai vu tellement de séries, je sais pas si je l'ai fini celle-là, mais si je l'ai fini, la fin m'a pas marqué. Je hmm, sais que la première saison était incroyable quand tu ouais, découvres le concept surtout, ouais. mais je me rappelle même pas si j'ai vu la fin. Ouais, je sais même plus. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que voilà. Deuxième, on s'était dit qu'on referait un podcast, il est là aujourd'hui. Donc je vous invite à aller écouter le premier pour découvrir Anthony, voilà, sa méthodologie, son histoire. Voilà, donc coach en bodybuilding, c'est comme ça que tu te présentes de manière générale? Ou coach Non, non, parce que Ah, contrairement à ce qu'on pense, le bodybuilding, c'est même pas 5% de ma clientèle. hmm, C'est ma passion, mais j'ai décidé volontairement de pas en faire mon principal revenu et de garder ça que par passion à cause des dérives qu'il y a dans ce milieu et de ce qu'être un vrai coach de bodybuilding implique. J'ai pas voulu rentrer là-dedans. Donc 95% de ma clientèle, ça reste les gens lambda. Et par contre, j'ai beaucoup d'athlètes quand même autres qu'en bodybuilding sur la partie nutrition pour l'optimisation de la performance en MMA, en CrossFit, en Aerox, voilà ce genre de discipline, ou pourquoi pas en foot, en rugby. J'ai fait voilà un petit peu beaucoup de sportifs sur la partie nutrition. La nutrition reste mon champ de prédilection quand ouais, et même. donc Voilà. t'as fait des formations un peu spécifiques sur la nutrition spécifiquement Ouais, ou... Ouais. énormément sur ces 15 dernières années. J'en fais toujours d'ailleurs, hein. La dernière que j'ai faite c'était cet été. Enfin sur le mois de juillet, août, septembre. Ça s'est terminé en septembre avec John G. White. Je sais pas si tu connais John G. White, mais un médecin nutritionniste américain qui est très connu, qui fait aussi du bodybuilding. D'ailleurs, il a fait même Mister Olympia. Mais avant tout, il est un diététicien, pardon. Mais la particularité des diététiciens aux États-Unis, il faut savoir, c'est qu'en France, le diététicien, c'est un BTS, c'est 2 années d'études. Alors qu'aux États-Unis, c'est le pays où le diplôme de diététique pour devenir diététicien est le plus difficile. Il me semble que c'est 5 ans, voire même 7 ans pour devenir diététicien. Et le diététicien, tu sais, médecin nutritionniste, ça veut rien dire en France, hein, on pourra peut-être y revenir, mais ça veut pas dire grand-chose. Alors que diététicien aux États-Unis, voilà, c'est un très haut niveau quand même. Donc voilà, ce John G. Watt est pour moi une des références dans le milieu nutrition, musculation, tu vois. Pas nutrition forcément, mais parce qu'il a beaucoup travaillé dans les hôpitaux avec des patients, des cas lourds, etc., comme peut faire un diététicien qui va travailler dans un service de cancérologie ou diabète, ou tu vois, ce genre de truc, avant de partir dans le bodybuilding. Donc voilà, j'ai suivi sa formation parce que c'était très très intéressant sur diverses problématiques que peuvent rencontrer les gens, tu vois, de digestion ou autre, par exemple, quand tu fais des grosses prises de masse, voilà. Donc c'était, voilà. Donc je continue parce que ça me passionne. C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo qui a floppé sur le truc en expliquant que tu sais, c'est un iceberg quoi. Genre, en fait, à la base, tout est simple. Il y a rien de compliqué dans tout ça. Mais après, dès que tu pars sur de l'individualisation, tu sais, t'as une goutte d'eau de principe et ensuite l'individualisation, ça démultiplie les choses à dans un, comment dire, dans dans une amplitude incroyable. Genre, Ouais, bien sûr. c'est Mm, incroyable. mm. Bien sûr, parce que tu as finalement
Dans la nutrition, tu as différents paramètres. Tu as par exemple le paramètre psychologique qui joue un très gros impact sur la nutrition. Il faut pouvoir adhérer à la manière dont tu manges. Il faut pas que ça déclenche trop de frustration. La digestion, c'est énormément relié avec le psychologique, hein. Tu sais, souvent quand on est stressé, angoissé, on dit ça passe plus. Tu vois, ça passe plus. Tu peux avoir de la diarrhée, vomir parce que ton niveau d'angoisse est très élevé. Il y a des gens chez qui ça arrive. Voilà, donc c'est quand même intimement lié. Les deux sont intimement liés, quoi. Mm. Et c'est fascinant, et c'est une des raisons pour laquelle c'est la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui. C'est parce que une des personnes qui me suivait, que j'ai pu conseiller au début, etc., avec mes connaissances de coach à domicile, ce qui est mon métier de base, hein, un Oui, peu voilà, généraliste. J'ai fait un master de STAPS, mais donc ça me permet de toucher à plein de choses différentes. bien sûr. Mais il m'a posé des questions parce qu'il est arrivé à un stade de diète, comment dire, De sèche. pourcentage de masse grasse auquel moi j'ai jamais été confronté personnellement auquel j'ai jamais vraiment amené les personnes que je suis parce que ça a jamais été la demande, c'est pas le milieu dans lequel je travaille et donc du coup je l'ai transféré vers toi parce il avait l'impression de tout faire bien il s'est retrouvé face à un mur où ça a progressé plus, il était fatigué, un peu au bout du rouleau. Et donc du coup, tu l'as gentiment aidé et il t'en remercie parce que là, ça va beaucoup beaucoup mieux. Il est reparti, il est reparti. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est peut-être déjà partir dans un premier temps dans les principes de la perte de poids qu'on peut connaître de manière générale. Et ensuite, à quel moment est-ce que ça change? S'il y a un moment, c'est jamais un moment spécifique, mais dans quelle mesure les choses commencent à changer? Est-ce qu'il y a des phases avant même pour les obèses morbides à des gens qui ont juste quelques kilos à perdre et aux gens qui veulent vraiment perdre les derniers kilos pour être ultra sec et de voir si les principes changent et si oui, dans quelle mesure quoi. Voilà. Donc aujourd'hui on va explorer beaucoup de nutrition. Généralement, ce qui se passe, donc là, je t'ai donné le fil rouge de la conversation, mais on va probablement faire des allers-retours. Donc voilà, on va Bien essayer de sûr. faire ça comme ça. Donc je voulais donc on va partir sur cette question-là. Donc lui, en fait, on va partir de l'exemple. Je mentionnerai ton nom là, et je mettrai la petite tête de ton compte Instagram pour que les gens puissent voir ta transformation. Enfin, la personne qui Qui veut me m'a contacter, contacté, ouais. je le tutoie. Ouais. Donc lui, il a perdu, je sais pas, une 30 ou 40 kilos de base. Et donc, dans les premiers temps, est-ce que tu peux expliquer un peu une personne qui a 30 kilos, 30, 40 kilos à perdre, qui n'a pas forcément fait beaucoup d'activité physique, plutôt sédentaire en général, dans ces cas-là, par quoi elle débute? Alors, je dirais que ce que tu as dit en préambule était très juste, c'est-à-dire que la nutrition, ça paraît simple au départ parce que les principes de base semblent être les mêmes pour tout le monde, et c'est plus ou moins vrai, mais qu'après la difficulté réside dans la personnalisation et notre historique. Je dirais que c'est un peu ton historique, ton parcours, et tout ce que tu as fait subir ou non à ton organisme, ta physiologie et même ta psychologie, par exemple si tu as des antécédents de TCA, etc., qui vont définir par quoi tu vas débuter et aussi qui vont te faire commettre ou non des erreurs, tu vois. Erreurs que parfois d'ailleurs tu as déjà commis de multiples fois mais que tu vas recommettre à nouveau. Je m'explique. Quand tu veux perdre 30 ou 40 kilos comme ça, l'erreur courante des gens, c'est de ne pas avoir un plan, tu vois, un plan à long terme. Et c'est de penser que court terme. Et quand tu penses que court terme, lorsque tu veux faire une perte de poids, et d'ailleurs c'est ce que font beaucoup de coachs aussi, hein, de penser court terme, les premiers résultats vont arriver très vite parce que finalement c'est assez facile. Je dis souvent aux gens que quand tu as 30-40 kilos à perdre, tu peux prendre presque n'importe quel coach sur le marché et il arrivera à te faire perdre les premiers kilos. Parce que fondamentalement, la base, elle est simple. À partir du moment où tu vas avoir une alimentation qui commence à être un minimum cadrée, saine, que tu manges moins qu'avant, mais vu qu'avant, la plupart de ces gens-là, ils ne sont pas en surpoids par miracle, ils avaient une hygiène de vie qui n'était pas bonne, tu vois. Globalement, ils mangeaient en surplus calorique, en tout cas en surplus calorique vis-à-vis de l'état actuel de leur métabolisme, ça c'est un point qu'on pourra évoquer, et ils faisaient peu d'activité physique ou pas la bonne activité physique avec la bonne régularité. À partir du moment où tu changes ça, tu vas avoir tes premiers résultats, fondamentalement. Le problème, c'est un peu comme au poker, c'est est-ce que tu fais tapis tout de suite ou est-ce que tu gardes des cartes pour la suite.
Le problème de la plupart des gens, c'est que dès le premier tour de main, le premier tour de table, ils font tapis, tu vois. Et donc, c'est-à-dire, ils vont s'entraîner 6 fois par semaine, 2 fois par jour, et ils vont passer à 1900 kilocalories alors qu'ils pèsent 130 kilos. Alors, bien sûr, en faisant ça, tu vas perdre rapidement. Mais en fonction des individus, et c'est là où c'est injuste, et j'en reviens en fonction du coup de ton historique, en fonction de ce que tu as fait subir ou non à ton organisme et à ta psychologie, ça va marcher plus ou moins longtemps. Ce qui est sûr, c'est que pour absolument personne, ça ne marchera jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça ne t'amènera pas à ta perte de 40 kilos. Donc tu vas devoir à un moment donné aller encore plus loin alors que tu as déjà fait tapis. C'est-à-dire encore plus bas en calories, encore plus d'activité physique, ou alors, pour ceux malheureusement qui le font, aller vers des solutions encore pires. C'est-à-dire maintenant, on voit tout ce qui est Ozempic, ça peut être tout ce qui est produits dopants, même déjà avant, etc. Voilà, vers des solutions comme ça encore plus graves parce que tu as atteint un stade où tu peux même plus baisser les calories, tu peux même plus faire assez de sport parce que tu n'as plus le temps, tu es complètement HS, donc tu cherches encore plus. Finalement, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses en faisant ça, tu te retrouves face à un mur à un moment donné où physiologiquement, t'es au fond du trou, psychologiquement, t'es au fond du trou, alors qu'il te reste souvent encore du poids à perdre, ou que t'as tout perdu, mais que quoi qu'il arrive, dans les 3 à 6 mois derrière, tu vas tout reprendre, tu vois, dans la plupart des configurations. Donc voilà, je dirais que l'erreur la plus courante, c'est ça, et que le premier conseil que je peux donner aux gens qui sont dans cette situation, c'est d'avoir un plan sur le long terme. C'est-à-dire de dire, si j'ai 30 ou 40 kilos à perdre, dès mon premier programme nutritionnel, il faut que je réfléchisse à, si je fais ce premier programme de cette manière, est-ce qu'il va me permettre d'aller jusqu'au bout de ces 40 kilos et me permettre ensuite de mettre en place une stratégie pour maintenir cette perte de poids en étant en bonne santé, parce que c'est un point aussi qui est primordial, tu vois. Donc voilà, je pense que la réponse à cette question, la meilleure réponse à cette question finalement, elle réside ici et non pas dans une formule magique de tant de calories, tant de déficit, tant de surplus, parce que l'erreur la plus courante, c'est d'avoir cette vision extrême de la perte de poids, tu vois. Ce que j'aime bien dire, moi, enfin, ce dont je me rends compte récemment, c'est que je pense que quand les gens doivent entamer une perte de poids, il ne faut pas qu'ils disent, bon, il faut que je tienne 3 mois. Il faut qu'ils disent, qu'est-ce que je peux faire toute ma vie. Oui, C'est-à-dire que j'ai des lignes là. En fait, genre, chacune des lignes là, c'est une habitude qui fait que t'en es où t'en es aujourd'hui. Et en fait, bah, comme tu as dit, c'est un peu la même chose, tu sais, c'est les chips. l'étape. Ouais, Ouais, ouais. non, tu sais, les chips que tu as au poker là, Ah oui, oui, bah, si tu as 30, 40 kilos à perdre, peut-être que juste en changeant ça, bah, tu vas perdre 1 kilo, tu vois. Mais ça, il faudrait que tu le changes toute ta vie. Pour que ce oui. kilo, tu l'aies perdu toute ta vie. Et ensuite, tu sais, tu accumules, paf, deuxième, hop, et tu fais ces changements-là. Alors que comme tu dis, les gens, ils veulent tout changer en même temps, chacune de ces lignes-là. Et c'est pas tenable tout de suite, ça. Non, Parce qu'une habitude, ça prend. Tu sais, on dit 30 jours, mais non, une habitude, ça prend une éternité à maintenir, quoi. C'est un truc de ouf. Et en plus, ça change. Il y a les aléas de la vie, les machins. bien Donc, c'est sûr. vrai que ça va arriver à faire tenir ces choses longtemps dans le temps. Et je crois que c'est dur de faire comprendre ça parce que les gens pensent que. Enfin, c'est ce que l'impression que j'ai, c'est qu'au départ, quand les gens. J'aime pas dire les gens. La plupart du temps, quand quelqu'un entame une perte de poids, il se dit j'ai juste 3 mois à tenir et après ça ira, je pourrai reprendre mes habitudes et c'est bon, j'aurai C'est perdu ça, mon poids. Et en fait, c'est non. ça. On a un ensemble d'habitudes et pour que ça tienne, il faut maintenir ses habitudes, faut tenir ses habitudes. Donc, faut pas. Si tu le passes en force, je pense que ça passe pas. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Non, t'as raison. Et puis, le malheur de notre époque, c'est que le business qui s'est développé dans tout ce qui est coaching, qui est devenu extrêmement concurrentiel par rapport à une époque où moi j'ai débuté et où on était très peu en ligne, fait que il faut, pour attirer les clients, pour certains, avoir l'offre qui est la plus attractive et sexy possible. Et elle passe par cette promesse de résultats extrêmes, rapides et faciles, tu vois. Et donc, c'est aussi le malheur, c'est que tout ce qu'on est en train de dire va très vite être concurrencé ou annulé parce que les gens vont voir dès qu'ils vont arrêter de nous écouter, aller sur Instagram et zapper, tu vois. Ils vont voir 20, 30 pubs avant-après, promesses,
parce que tel influenceur, tel coach, tel truc a dit que tout ce qu'on vient de dire, ouais, c'est pas très vrai parce que lui, il a la solution, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est le malheur encore une fois, de notre époque, c'est que tout ça, c'est un cercle vicieux qui est très malsain parce que c'est du marketing. On peut pas non plus le reprocher parce que c'est le jeu, tu vois. Enfin, voilà, chacun aussi essaye de gagner sa vie, mais c'est là où c'est très difficile aujourd'hui pour les gens, plus que jamais, de faire les bons choix vis-à-vis de ça. Et je le vois parce qu'en plus, tout ce qui est, on peut y revenir, aux Olympiques, Munjaro, tout ça, deviennent très, très démocratisés. C'est incroyable, tu vois, comme les TRT, comme ce genre de choses. Bientôt, ce sera comme la créatine, la vitamine C et les oméga 3, tu vois. On Ah n'en est non. pas, on en est pas très loin, quoi, c'est fou. Je crois que c'est quoi? C'est la Thaïlande et Russie où tu peux acheter ça en pharmacie facilement. Je sais pas si un jour on va se retrouver dans cette situation-là, quoi. Ou même que tu sais, les médecins vont commencer à se dire ah, vous avez un peu de gras à perdre? Ouais, vas-y, aux Olympiques, c'est bon, Ouais, quoi, ça marche. ça peut arriver, ça va peut-être arriver, ouais. Et Mm. voilà, moi je suis pas du tout pour ce genre d'option personnellement. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir recours à ça, comme j'ai toujours été contre le bypass, la sleeve et tout ça, Mm. parce que j'en ai vu des centaines et des centaines en 15 ans et ça a toujours mal fini. Que tu perdes du poids ou non, hein, souvent tu perds le poids, mais ça c'est jamais bon, quoi. Donc voilà, mais je pense que voilà, c'est le malheur quand même de notre époque qu'on a tout ce marketing autour de cette promesse de résultats rapides, extrêmes, parce que ça vient contredire tout ce qu'on vient d'expliquer, quoi. Complètement. Bah, alors, donc là, on est parti sur une boucle. Ouais, pardon, Donc, pardon. non, 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 il y a aucun souci. J'ai prévenu, ça va faire ça, et donc mon rôle, c'est de ramener sur cette ligne de fil. Et donc, euh, il y a toutes ces méthodologies-là qui, malheureusement, en général, soit ça fait revenir où on en était, soit ça empire les cas. Parce que le problème, c'est qu'il y a il y a aussi un problème, je trouve, c'est qu'on se focalise beaucoup sur le poids. Oui, Je sais pas ce que tu en penses de manière générale, mais je trouve que le poids, enfin, ça a toujours été le cas. Mais tu sais, les gens, ils veulent peser 50 kilos ou ils veulent peser 80 kilos ou 75. C'est toujours des chiffres ronds comme ça. Et donc, ils font un régime à 1500 calories. C'est jamais 1730, tu sais, c'est toujours 1500 ou 1800 ou 900 calories. Ou 1200. Enfin, il y a des chiffres comme ça qui reviennent encore et encore et encore parce qu'ils ont dû entendre que ce régime-là fonctionne. Et donc moi, le poids, c'est-à-dire qu'un bodybuilder, techniquement, il est obèse, hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un poids? Et donc, il faudrait que les gens commencent à se... Enfin, c'est ce qu'on essaie de... On a lancé une application, je crois, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il me semble, ou peut-être qu'elle oui. venait juste d'être lancée. Avec Bananamo, c'est ça, je Ouais, prononce bien c'est son ça, nom. avec Ouais. Bananamo. Et donc, on essaie vraiment dans plein de vidéos qu'on fait, d'expliquer que ce qu'on veut perdre, c'est du gras, pas du poids. Si tu veux perdre 20 kilos, bah, tu te coupes la jambe, c'est très bien. Voilà, t'as perdu 20 kilos, c'est top. Ah, je veux perdre 1 kilo, bah, va pisser. Tu auras perdu 1 kilo, c'est très bien. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est une manière de voir les choses. Et imaginons que une personne, bah, comme on a dit en surpoids, donc tu lui as donné tous ces conseils là, de bonnes habitudes à prendre. Quelle place tu donnes au renfort musculaire là-dedans et peut-être au cardio aussi? Comment tu balances les choses, toi genre, est-ce que ça dépend de enfin, moite-moite ou plus ou moins, c'est individuel? Je sais pas comment tu abordes les choses de base pour quelqu'un qui n'existe pas, qui a un surpoids, un individu moyen qui n'existe pas, comment tu l'abordes? Et ensuite, dans la spécificité, est-ce que tu peux ensuite dire, bah, par contre, ce que je spécifierais, c'est un mot Oui. français, comment tu individualiserais les choses pour deux personnes un peu différentes si tu étais confronté à des cas différents? Alors, déjà, effectivement, tu l'as bien rappelé, le poids, qu'est-ce que ça signifie? Le poids, c'est une masse finalement qui représente l'ensemble de ce qui compose ton corps, à savoir tous les fluides, à savoir les os, la peau, le muscle, le gras. Donc, effectivement, un poids, ça veut plus ou moins rien dire si ce n'est pas relié à ce qu'on appelle la composition corporelle. C'est-à-dire justement, qu'est-ce que ce poids-là, de combien de pourcents il est représenté, combien de pourcents de masse grasse, combien de pourcents de masse musculaire, etc. Donc il faut bien le rappeler aux gens. Donc effectivement, vouloir atteindre un certain poids
sans tenir compte de ces paramètres-là, ça n'a aucun sens. Parce que à un poids donné, tu peux être soit en très bonne santé, soit en très mauvaise. Pour un même poids, tu peux peser 80 kg et être en parfaite santé, ou 80 kg et être en très mauvaise santé. Selon justement cette composition corporelle, il y a d'autres facteurs, mais entre autres. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, j'individualise absolument toujours le coaching et le suivi, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que surtout aujourd'hui où voilà, la demande est très très forte, je ne prends en coaching quelqu'un que sur la base d'abord d'un formulaire. C'est-à-dire que personne, aujourd'hui, tu ne peux pas voir mes prix et accéder à mes offres sans d'abord avoir rempli un formulaire qui est assez conséquent, qui demande le poids, des photos du physique, un historique sur les habitudes, etc., etc. Parce que, effectivement, comme tu l'as bien dit, cette individualisation, elle est importante. Et si on reprend ta question, à savoir comment est-ce qu'on va aborder l'entraînement, le cardio et finalement la diététique, bah, même si on pourrait donner aujourd'hui des bases qui sont valables pour tout le monde, pour après mettre en place vraiment un programme spécifique et déterminer est-ce qu'il faut faire du cardio ou non, combien de fois, combien de temps, est-ce qu'il faut s'entraîner 2 fois, 3 fois, 4 fois en musculation, est-ce qu'il faut faire un full body, un half body, un split, en fait ça dépend, tu vois. On ne peut pas donner une formule magique. Les gens veulent des formules magiques, mais ça n'existe pas si tu veux optimiser. Parce que le meilleur entraînement, le meilleur cardio, la meilleure diète, c'est celle déjà à laquelle tu adhères, tu vois. Je forme beaucoup de coachs aujourd'hui. J'ai créé une école en ligne où je forme énormément de coachs, du niveau de débutant à avancé. Donc quand c'est avancé, on va très très loin dans les choses. Et je leur explique toujours que vous avez beau avoir les meilleures connaissances en nutrition, en diète, et prétendre être le meilleur. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde met numéro un en biomécanique, numéro un en nutrition. Si tu ne sais pas faire adhérer aux gens le programme que tu fais, si les gens ne le suivent pas, ton programme, il est nul. Tu vois? Si tu as fait toutes les meilleures formations en nutrition de la Terre, mais que le client ne suit pas la nutrition que tu es en train de lui donner, le programme nutritionnel, ton programme ne sert à rien. Ouais. Tu vois? Voilà. Pareil pour l'entraînement. Donc finalement, le plus important pour les gens, c'est de partir de leur quotidien, leurs possibilités, leurs contraintes, et d'adapter en fonction de ça. Par exemple, si on prend le cardio, pour être factuel, un maçon qui n'est pas encore le big boss, donc qui va passer sa journée sur les chantiers vraiment, tu vas pas lui donner du cardio en perte de gras, comme tu vas le donner à un gars comme moi si tu me prends en coaching, qui est toute la journée comme ça, assis devant l'ordinateur. Tu vois, tu peux pas. C'est pas la même chose. Mm. L'entraînement de musculation, pareil. Ça va pas être la même chose parce que la contrainte physique et la capacité de récupération, elle n'est pas la même. Tu vois, si tu prends un client qui est insomniaque, tu peux pas lui donner la même dose d'entraînement que celui qui te dit bah moi je suis célibataire, je gère comme je veux, j'arrive à dormir 12 heures par nuit. Tu vois? Voilà, par exemple. Si t'es père de famille ou t'es mère de famille, on va prendre une femme. Le but c'est de parler des deux, bien sûr. Si t'es mère de famille, tu gères 3 enfants à la maison, plus le boulot, plus la maison, tout ce qu'il y a à gérer. On va pas te donner le même programme que celle qui est parce que qui est célibataire, qui fait un boulot à mi-temps et qui a tout le temps qu'elle veut. Tu vois, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est des données à prendre en compte et c'est très important de pouvoir, je pense, individualiser et personnaliser et que les gens ne se disent surtout pas qu'il y a un format idéal. Tu vois, ça n'existe pas un format idéal. Donc quand les gens disent combien de fois par semaine je dois m'entraîner, quand ils se posent la question, il faut qu'ils regardent vis-à-vis d'eux, pas vis-à-vis de l'influenceur, du coach ou de la personne qui suit. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et c'est pareil finalement pour le nombre de calories, tu l'as très bien dit, 1200, 1500, quel chiffre ça doit être? Bah, ça dépend de toi, tu vois. Ouais. Voilà. Donc voilà un petit peu, je pense, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, Si, mais voilà. mais du coup, ça donne pas de réponse. Mais alors, donc, je vais prendre ce que tu as dit et je vais essayer de le synthétiser. Est-ce que, Oui. par exemple, qu'est-ce que je dois faire un peu plus? Ah, Est-ce que très ce serait bonne, une ouais. réponse ou pas? Genre par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, par exemple. Quelqu'un qui a 30, 40 maintenant de plus,
C'est quoi mon programme? Bah, tu fais quoi aujourd'hui? Bah, faudra faire un peu plus que ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne réponse ou c'est trop vague pour l'instant? Alors, je dirais que si on prend ce que tu viens de dire et ce que je viens de dire avant, du coup, les gens doivent être capables vis-à-vis de leur situation actuelle, de ce qu'ils font et de ce qui compose leurs contraintes et tout ce qu'on vient d'évoquer. Si tu prends un maçon versus quelqu'un qui est assis, ils doivent être capables effectivement d'optimiser mieux ce qu'ils sont en train de faire. Après, peut-être le problème, c'est que peut-être qu'ils font rien, tu vois, entre guillemets. Mm. Rien de, pas encore d'entraînement, etc. S'ils débutent. Mais dans ce cas, on peut partir du principe que effectivement, tout ce que tu améliores, même de 5%, est censé te donner au moins 5% de résultats en plus. Ça, c'est sûr, tu vois. Voilà, donc le conseil de dire qu'au lieu de chercher une solution optimale, c'est déjà de faire un peu plus, voilà, c'est toujours un très bon conseil. C'est ce fameux effet cumulé dont on parle. Hein, l'effet cumulé, je pense que tout le monde connaît. Ça s'applique ça s'applique magnifiquement lorsqu'il s'agit de transformation physique. Mm. Tu l'as bien schématisé avec ta page et les lignes. Finalement, c'est ça. C'est cet effet cumulé qui, sur les mois, les années, va te permettre d'atteindre un résultat qui peut être excellent. Voilà. Donc, effectivement, c'est déjà de partir de ce que l'on fait actuellement pour l'améliorer. Et on connaît bien, en nutrition, c'est très simple à expliquer. C'est ce que font les diététiciens et les nutritionnistes qui sont compétents depuis des dizaines d'années. Ils vont partir de ton alimentation actuelle et tu vas payer une consultation super chère pour qu'ils te disent arrêtez déjà les produits transformés, arrêtez les boissons sucrées, arrêtez les grignotages. Merci, ça fera 50 euros. Tu Mm. vois? Ouais, Non, ouais, mais voilà, tu vois. clairement. Si des- et les gens vont sortir et dire putain, ce diététicien il est génial, j'ai perdu du poids. C'est vrai, Ouais. factuellement c'est vrai, tu vois. On peut pas leur reprocher, tu vois. Mais voilà, c'est un très bon exemple. Donc effectivement, il y a ça. Déjà, on part de ça. Et après, il y a ce qu'on appellerait l'optimisation, où là, tu vas au-delà de ces simples conseils. Et effectivement, tu vas aller chercher à optimiser ton entraînement, ta diététique, ton cardio et ton quotidien pour obtenir un maximum de résultats en termes de perte de poids. Mm. Et je pense qu'il y a quelque chose que des gens. Parce que déjà, ils mettent en place quelque chose, mais tu sais, comment dire? C'est un peu comme pour un. Il y a un effet quand pardon, on met en place des choses qui doivent Oui, avoir un effet, mais pour qu'elles continuent à avoir un effet, bah, il faut généralement augmenter un peu les dosages. Donc, pour ton entraînement, pour que ça continue à te faire progresser, il faut que ton entraînement progresse avec toi. Il faut que si à la base tu fais 500 pas par jour et tu manges 7000 calories et que voilà, tu fais pas de muscu, et bah au départ si tu fais 1000 pas par jour, bah, ça va déjà avoir un effet. Mais c'est pas en faisant 1000 pas par jour que tu vas perdre tes 40 kilos. Il va falloir que tu continues à augmenter 2000, 3000. Et au départ, la marche, ça va déjà être top parce que te mouvoir, si tu as un surpoids, ça va te renforcer musculairement, etc. Il y aura un effet double, etc. Mais au bout d'un moment, eh ben, il va falloir faire un petit peu plus, augmenter en fait ce stress. Et que ce que j'aime bien dire, c'est que ton échauffement de demain, c'est ton entraînement d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que à la base, genre faire une pompe pour quelqu'un c'est incroyable, mais il y a des gens ils se font 100 pompes pour s'échauffer avant d'attaquer leur barre ou leur dips ou leur machin. Et c'est intéressant il y a une espèce de chute en avant où il faut toujours poursuivre la progression parce qu'il y a des gens qui me disent bah, c'est quoi le meilleur entraînement, comme si tu allais donner une liste de trucs, tu l'as fait tous les jours et bam, tada, c'est bon quoi. Alors qu'en fait, c'est constamment en mouvement, c'est constamment en évolution. Ce que tu fais, ça va avoir un effet sur quelque chose. Plus tu t'entraînes, plus tu manges. Et si tu veux être en déficit calorique, il faut quand même en déficit calorique, mais il ne faut pas sous-manger. Si tu manges 1900 calories et qu'en plus tu rajoutes de l'entraînement, ça va te mettre dans un machin. Et c'est super dur pour les gens de jongler. En fait, les principes de base sont super simples. Mais ensuite, quand tu les appliques, c'est vrai que tu te retrouves devant une montagne d'éléments, 200 000 petites choses auxquelles il faut penser et avec lesquelles il faut jouer. Et donc c'est vrai qu'au tout démarrage, il faut juste essayer
d'appliquer un petit peu plus des choses simples, jusqu'à ce qu'on arrive, je pense, à un poids et une forme physique où tu sais, tu commences déjà à t'entraîner quelques fois dans la semaine, une, deux, trois, peut-être plus, que ce soit avec ou sans cardio à côté, ta diète est relativement équilibrée, et tu as atteint un pourcentage de masse grasse de 15-20%, où tu sais, on voit de la définition musculaire, mais il n'y a pas encore de gros abdos qui apparaissent et tout. Et donc la personne à ce poids-là, elle fait quoi maintenant? Elle continue son optimisation et ça l'amènera vers ses 10, 12, 10-12% de masse grasse qui commence à être dans l'élite mondiale. Je sais plus ce que j'avais vu que c'était genre sur 100 personnes, combien de personnes sont à 12% de masse grasse et genre quelqu'un dit ah, je sais pas 20 et non il y a une personne. Il y en a une. Si tu prends un exemple de 100 personnes comme ça, c'est très très peu de gens quoi. Et donc est-ce qu'il faut juste continuer dans cette évolution, dans cette progression de rajouter des entraînements, de se focaliser un peu plus sur ta récupération au sport et tout, pour arriver à ces pourcentages de masse grasse plus bas que les 10-12 qui sont pas encore tu sais, de bodybuilding ready. Parce que je sais pas à combien tu l'aurais estimé Josh là sur le... Alors, faut que je retrouve les photos parce que, pour être honnête, Ouais, ouais, t'inquiète. Hop, je me rappelle plus de ces photos. paf, tac. T'as le ventre plutôt? Ah, tac. Ventre ou dos? Je vais voir s'il nous a mis ça. Tac. Il a mis ça déjà. Je sais pas si on voit un petit peu. Pas très bien. Je vais voir Ouais, s'il pas a mis très autre bien. chose. Ah, voilà, Mais je- tac. Mieux. Ouais, je dirais, ouais, je pense 10. 10, tu vois, c'est déjà. Je, Ah bah tiens, je deux. pense, attends, je vais essayer de voir. Ah ouais, ouais, peut-être un peu moins. Après, ouais, on peut peut-être dire en dessous de 10, mais on va dire 8 parce que la plupart des bodybuilders en compète, amateurs, ça va c'est aux alentours de 6, 5 chez les hommes, hein, chez les hommes. Chez les femmes, c'est toujours beaucoup plus haut, ce qui est normal. Mais 5, 6, et après chez les professionnels, ça peut descendre un peu en dessous de 5, 6. Bien sûr, le jour de la compète, hein. Voilà, je parle du jour de la compétition. Donc là, on pourrait estimer comme ça, hein, c'est un peu dur avec juste ces photos, qu'il est aux alentours de 8, ce qui est incroyable hein, pour Ouais. quelqu'un de naturel, tout ça, c'est incroyable. Qui fait pas de compète en plus, donc voilà, c'est incroyable. Alors, si on peut reprendre du coup dans l'ordre pour aider vraiment les gens et donner un guide. Comment est-ce qu'on partirait? Si on part de ton exemple de 7000 kilocalories, 500 pas par jour, pas d'entraînement et un surpoids important avec 30-40 kilos à perdre. Bah en fait, ce serait assez simple. On se dit qu'on part de ces 7000, on descend progressivement. Admettons déjà, on essaye de faire 5000 kilocalories. On essaye de faire 15 minutes de marche par jour. Et on commence comme ça. Et on observe l'évolution de son poids et son physique. Hein, comme on l'a dit, sa composition corporelle. Son poids, on prend des photos, on regarde son tour de taille et on voit comment ça évolue. Tant que ça baisse, ça baisse. Quand on voit que ça stagne, on passe à l'étape d'après. Ça peut être de baisser les calories ou alors, si c'est difficile de baisser les calories, de passer à une demi-heure de marche par jour. Ou alors, ce qui est encore mieux, rajouter déjà une séance de musculation par semaine. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où on est, en termes de calories, on commence à être bas, par exemple 2500, on sent qu'on est faim, on a tout le temps faim, on est fatigué, etc. Qu'on est peut-être déjà à 4 séances de musculation par semaine et on ne peut pas faire plus, et 45 minutes de marche par jour et on ne peut pas faire plus, et on voit que le poids stagne. Mais on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins de calories, on ne peut pas faire plus d'activité physique, mais normalement, lorsque l'on arrive à ce stade, on a déjà perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Si on fait bien les choses, parce que dans cet exemple qu'on a pris, tu vois, tu as beaucoup d'étapes. De Ouais. calories, de pas, etc. pour arriver à ce niveau-là. Et donc, juste, c'est. Parce que là, du coup, les gens risquent de se dire bon, il faut que je fasse tout ça. Surtout pas. Voilà. Surtout pas. On reprend notre exemple du poker. Surtout pas. Ouais. J'ai bien Et donc, dit, quand on stagne. ouais. Mais donc, du coup, c'est vrai que là, c'est un truc à la fois, quoi. C'est genre, bah, déjà, Oui. par exemple, les calories et la marche. Est-ce que tu aurais fait les deux en même temps au départ, quand même? Ou est-ce Mais que. quand je dis toujours, comme je dis toujours à un client, quand tu progresses, pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu vas Ouais. chercher Pourquoi tu vas chercher à faire plus
alors que tu progresses. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas stagner? Si tu fais plus quand tu progresses, quand tu stagnes, tu fais quoi? Deux fois plus, trois fois plus, mais à un moment donné, ça ne tient pas. Ouais, Sinon, les sportifs de haut niveau, ils s'entraîneraient 10 heures par jour. Si c'était toujours plus. Tu vois, les bodybuilders, ils feraient 10 heures d'entraînement par jour. On ferait 8 heures de cardio. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Parce qu'on sait qu'il y a un juste milieu. Tout le monde sait bien ça quand même. Tu vois, il faut du bon sens. Donc, quand tu progresses, ne fais pas plus. Ça, c'est l'impatience qui veut toujours faire plus, faire plus, faire plus. Tu vois, les gens perdent 1 kilo en une semaine. Ils disent c'est pas assez. Mais comment c'est pas assez? Il y a c'est incroyable. 50, il y a combien de semaines dans l'année? 50. 52, ouais, 52, je Bah crois. imagine, tu perds 1 kilo par semaine. En un an, tu as perdu 52 kilos. Tu te rends compte ce que c'est 52 kilos? C'est la moitié de moi. C'est incroyable. 52 kilos. C'est énorme, tu vois. Donc, les gens, ils doivent avoir ça en tête. Euh, et donc, tu ne changes pas sans raison. Change quand il y a une vraie raison de changer. Soit quand tu stagnes, soit quand un paramètre extérieur de ta vie, une contrainte ou autre, fait que tu dois changer. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, ça, je pense que c'est effectivement très important de le rappeler. Et après arrive cette étape où, comme je le disais, tu as tout optimisé, l'entraînement, les pas et tout ça. Et il faut du coup réfléchir parce que tu ne peux pas faire plus, mais tu stagnes. À noter que, quand même, on le rappelle trop souvent, pour moi, le premier frein à la perte de poids, souvent, et le point le plus fondamental, c'est pas l'entraînement, c'est pas la nutrition, c'est pas le cardio, c'est le sommeil. Je dis toujours que si je dois faire une pyramide et mettre quelque chose vraiment à la base de ma pyramide, parmi tout, et même parmi le dopage pour l'athlète bodybuilder qui se dope, c'est le sommeil. Les gens oublient souvent que, en fait, sans le sommeil, t'as rien. Tu vois? Il faut avoir perdu son sommeil pendant une longue période pour comprendre à quel point Ouais. c'est un truc de ouf. J'ai Faut avoir jamais, eu des enfants. ah, Faut avoir eu des... j'ai jamais été aussi malade de ma vie là. C'est Ouais. incroyable. Genre Ouais. là, depuis janvier, 3 fois j'ai eu rhume, style bronchite. Trois Ouais. fois en 4 mois. Et oui. N'importe quoi. N'importe quoi. Et oui, le sommeil, il est fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir 10 heures par jour ou même 8 heures et se matrixer. Ah, j'ai pas dormi 8 heures, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'encore une fois, il faut essayer d'optimiser son sommeil avec ses contraintes au maximum et y prêter attention. Tu vois. Voilà, c'est vraiment, vraiment important de ne pas négliger ça. Il faut le dire aux gens parce que vous aurez beau optimiser toutes les parties qu'on a dit. Si le sommeil ne va pas, à un moment donné, vous allez vous retrouver coincé, chercher pourquoi, et ce sera à cause de ça. Bah, est-ce que tu peux justement expliquer pourquoi c'est aussi important? En quoi c'est un facteur déclenchant? Alors, en fait, déjà, si on parle factuellement, sans aller dans le détail de la physiologie et des termes techniques, si tu manques de sommeil, déjà, en termes d'entraînement, les performances vont être impactées. Quand tes performances vont être impactées, ça veut dire que ta masse musculaire va être impactée. Donc déjà, lorsque tu vas faire un régime, le sommeil va impacter l'entraînement va impacter la préservation de ta masse musculaire, voire le gain, premier point. Ensuite, le sommeil va jouer un rôle fondamental sur la physiologie et notamment la production hormonale et la régulation de ce qu'on appelle le cycle circadien. Les gens peuvent aussi le comprendre en horloge biologique interne. C'est-à-dire que pour faire simple, pour les gens qui n'ont pas trop de notions, notre corps produit des hormones dans des phases bien précises. Donc il va produire par exemple de l'hormone de croissance à un moment donné. C'est censé être régulé dans la journée. Bien sûr, ça s'adapte à notre rythme de vie. Si on vit en décalé, etc., ça s'adapte. Mais quand le sommeil est perturbé, n'est pas bon, ces cycles-là, ils vont pas bien se passer, ils vont être perturbés. Donc on est sur une physiologie, un métabolisme qui va être au rabais, qui va être perturbé. Donc déjà, on va brûler naturellement, sans rien faire, ce qu'on appelle notre métabolisme basal, le nombre de calories brûlées sans rien faire au repos. Ce métabolisme basal va être gravement impacté. Forcément, la récupération va être aussi gravement impactée. C'est-à-dire que c'est lorsque l'on dort, quand même,
Ça, on le sait tous que les cycles de récupération, la phase de récupération est la plus importante. Récupération musculaire, mais aussi nerveuse. Voilà. Donc, lorsque tu manques de sommeil aussi, on peut rajouter le fait que tu vas être toujours constamment sur les hormones du stress, cortisol, noradrénaline, adrénaline. Et ça va aussi impacter négativement, par exemple, ta glycémie, ça va impacter négativement ton métabolisme. Donc, tu vas prendre du gras beaucoup plus facilement ou en perdre beaucoup plus difficilement, perdre de la masse musculaire beaucoup plus facilement aussi. Donc voilà, il faut comprendre que, et on pourrait faire la liste encore, j'ai cité les principaux, mais on peut aller loin, on peut parler des blessures, des douleurs, enfin voilà, on peut en faire la liste. Le sommeil est du coup vraiment, vraiment fondamental pour toutes ces raisons-là. On peut parler de la digestion aussi. Mais comme tu l'as dit, il suffit d'essayer de se priver de sommeil, faire l'expérience pour le constater. Voilà. Et il y a un impact. Et moi, le truc que je remarque le plus, c'est la volonté qui disparaît, quoi. Ah oui. Du coup, Oui. genre, tu sais, tu sais, je m'étais dit cette semaine, je fais des trucs bien. Pouf, une nuit un peu pourrie là, Ouais. malade, et je sors de chez une cliente et je passe devant un truc que j'ai jamais goûté de ma vie, Homer Lobster. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Je connais pas, non. C'est des sandwichs au homard. Et D'accord. tu sais, hop, tu sais, Eh oui, oui, oui. Oui, guidage bien sûr. automatique, C'est normal, oui, oui, c'est normal. enfin craquage. Ça va encore. J'ai mangé un gros sandwich, mais tu vois, dans ma tête, j'étais bon bah une semaine correcte. Je fais une semaine bien. Vas-y, mais en fait, la volonté, elle est impactée, mais immédiatement, quand tu arrêtes de dormir correctement, quoi. C'est un truc de fou. Oui, parce que déjà, la gréline et la leptine vont être impactées, donc les hormones de la satiété, de la faim vont être énormément impactées et perturbées, comme on l'a dit, le cortisol. Donc, de base, tu vas avoir envie de sucre, tu vas avoir envie de gras, voilà, tu vas être dans... De toute façon, on le voit, la plupart des gens qui font des crises de boulimie et d'hyperphagie ont tendance à craquer plutôt le soir, au moment du coucher, tu vois, pour de multiples raisons, mais entre autres pour cette raison-là. Donc si tu es dans le même état toute la journée que tu es normalement avant de te coucher ou tu es mort, bah tu peux craquer du matin au soir finalement, tu vois, Ouais. ça va jouer bien sûr. Donc c'est pour ça que vraiment, vraiment, je mets le sommeil comme pilier, parce que j'ai eu coaché même des athlètes de très très haut niveau, avec des physiques incroyables, qui pourtant étaient même eux aidés de substances plus, tu vois ce que je veux dire, et qui ne perdaient plus de gras malgré ça, parce que le sommeil était catastrophique, tu vois, et que le poids ne descend plus, quoi que tu fasses. C'est des athlètes qui pourtant vont faire des heures de cardio, une diète millimétrée, un entraînement, mais une fois que tu ne dors plus et que ton corps active ce mode survie, économie d'énergie, tu vois, comme il peut le faire quand on mange trop peu de calories, t'es foutu. T'es Ouais. foutu, tu ne peux Ouais. plus rien faire. Donc tu penses que c'est un déclic à avoir, genre si tout a fonctionné jusqu'à maintenant, il y a cette stagnation, tu fais du sport, tu fais du machin et tout, un des premiers facteurs sur lequel tu irais farfouiller, c'est le sommeil. C'est fondamental. Direct. Ok, d'accord. Super intéressant. Pour ce Si déclic, je, pour passer plus bas. Enfin, si je suis en surpoids et je dors pas, je suis insomniaque, je règle d'abord le sommeil avant de commencer le moindre régime. ce que j'aime bien me dire, c'est avant de perdre du poids, retrouve de l'énergie. Ouais. Ah oui, Parce oui. que, Ouais. en fait, parce que si tu, parce que, en fait, t'es en recherche d'énergie quand tu manges trop. C'est pas normal d'être aussi, d'avoir, tu sais, de vouloir manger autant tout le temps, je trouve. Mm, mm, Quand il y mm. a ces craquages, c'est qu'il y a un problème comment dire, il doit y avoir un problème d'accès à l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es motivé, quand tu machin, c'est parce que t'as de l'énergie. C'est rare, t'es rarement motivé quand t'es crevé, quoi. C'est rare. Oui, oui, oui. Et donc, c'est Oui, vrai c'est la que discipline après. Quand t'es ouais, fatigué, c'est que de la discipline, c'est pas de la motivation. c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est cet aspect de retrouver de l'énergie aussi. Genre, s'axer sur les choses qui te permettent d'avoir de l'énergie, le sommeil et. Bon, je sais pas, le sommeil et la caféine, hein. J'en sais rien. Mais Ouais, ouais, le problème de la caféine quand tu dors pas, c'est que c'est une très mauvaise habitude. C'est l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Parce que tu compenses le manque de sommeil, enfin tu compenses la fatigue liée au manque de sommeil par un stimulateur, un stimulant, qui va prendre le relais sur un court moment. Donc tu as l'impression que ça va mieux, mais en fait pas du tout. Donc on en était, donc la personne a perdu, elle est à 20-15% de masse grasse. Tu lui dirais, optimise chacun des éléments, fais plus attention à ton alimentation, à ton sommeil. Euh,
Et normalement, ça devrait commencer à descendre si tu gardes ces bonnes habitudes et que tu arrives à mettre les choses en place, ça devrait commencer à continuer à descendre. Si tu as eu ce blocage-là et tu as amené à ces... je parle en pourcentage de masse grasse pour s'imaginer, tu sais, de commencer à bien voir ses abdominaux tracés, à commencer à bien voir des définitions musculaires, commencer à voir des veines apparaître, des choses comme ça. Tu serais simplement ce travail hormonal déjà sur cette portion-là, sur les 20%, 15%, jusqu'à 10, 12, ou est-ce que faut quand même pousser le travail un peu plus loin aussi et le déficit Alors, calorique? après pour aller jusqu'à ces 10-12, il y a malheureusement une grosse part de génétique qui va rentrer en ligne de compte. Ça, on peut rien y faire. La transformation physique est comment on pourrait dire, est une histoire de génétique en très grande partie. Il faut absolument pas le négliger. Et donc, d'un individu à l'autre, il y aura plus ou moins de facilité à arriver à ce stade de 10%, par exemple, si on parle de 10%. Donc ça, il faut bien le prendre en compte déjà dans notre analyse. Pour ceux qui ont une bonne génétique, sans parler de très bonne, pour ceux qui ont une bonne génétique, ce qu'on vient de dire suffira à perdre suffisamment de poids et de gras pour arriver jusqu'à ces 12%. Ça, c'est sûr déjà. Alors, je l'ai noté tout à l'heure, je me suis demandé si, quand tu as été en grande obésité, 50 kilos de trop, 60%, je sais pas si tu as vu ces cas-là, Si, bien sûr. euh, est-ce que c'est... Ouais, et qui J'ai vu veulent des, descendre, j'ai vu descendre à des des... cas très très graves. J'ai vu des cas Ouais, très très graves. Ouais, 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 ouais. et donc du coup, à quel point est-ce que parce que bon, il y a l'excédent de peau, ok, mais est-ce que la difficulté de descendre plus bas qu'un certain pourcentage de masse grasse devient vraiment très difficile? Est-ce que c'est possible d'avoir été un peu gros toute sa vie et ensuite d'arriver à des... Enfin, bon, il nous l'a montré l'exemple là, que on peut y arriver dans certains cas, mais est-ce que genre c'est genre vraiment beaucoup plus difficile que si bah t'avais été normal et tu veux descendre et être plus sec quoi? Alors, il y a différents stades. Par exemple, Josh n'est pas un stade d'obésité très grave, tu vois. Hmm. C'est un stade d'obésité, mais pas très grave. Parce que, voilà, il y a des gens qui dépassent les 180 kilos. Il y en a. Ça, c'est des stades d'obésité très graves, tu vois. Donc, on doit déjà définir ça. Pour un cas comme lui, qui va perdre 30-40 kilos, c'est possible, bien sûr. Mais il faut toujours retenir notre question d'historique. Comme je dis souvent, si tu as fait subir, parce que c'est le cas, hein, je blâme pas les gens, je constate. Si tu as fait subir à ton corps cette situation pendant 10, 15, 20 ans d'obésité et de surpoids, il faut pas penser qu'en un claquement de doigts, et parce que tu fais des efforts sur 5, 6 mois, tu vas tout effacer, tu vois. Donc forcément, ce sera plus difficile que pour quelqu'un dont le poids a été plutôt stable et qui n'a pas eu de gros surpoids comme ça, d'atteindre un taux de masse grasse plus bas, tu vois. Parce que déjà, tu as des graisses qui sont accumulées et installées depuis de très nombreuses années. Tu sais, on peut parler voilà, de ces fameuses, de la graisse viscérale, on peut parler de ces fameux voilà, tissus adipeux tout simplement qui sont installés depuis longtemps. Et puis en général, lorsque tu as été en surpoids pendant aussi longtemps, depuis autant de temps, ça veut dire que généralement, si on fait un bilan sanguin, ta glycémie, ton cholestérol, tu vois, tout ça ne va pas être au top. Donc ça va aussi bien sûr jouer dans notre analyse. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours possible, et j'en ai vu de très nombreux cas, de y arriver. Moi, j'ai eu des athlètes qui ont gagné des compétitions et des grosses compétitions, et j'en suis d'ailleurs encore actuellement, qui pourtant ont été obèses avant. Par contre, par exemple, si on parle du cas extrême d'un athlète de bodybuilding, là où je peux avoir un athlète à sa première compétition qui va avoir ce qu'on appelle les fessiers striés, qui est un signe de vraiment taux de masse grasse très faible chez un bodybuilder, où on va atteindre peut-être les 4-5%. Chez quelqu'un qui a été obèse, atteindre ce taux de masse grasse à la première compétition, c'est quasi impossible. Il va lui falloir peut-être 2-3 ans et 2-3 saisons de compétition pour y arriver. Par rapport à quelqu'un qui aura été, même n'aura jamais fait de sport avant de se mettre au bodybuilding, mais aura été, tu vois, une composition corporelle
normal. Alors normal, ça veut plus ou moins rien dire, mais en tout cas pas en surpoids. Tu vois, voilà. Les gens comprendront. Donc voilà, il faut bien retenir ça, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on va se retrouver dans ces cas-là, dans des situations où on va devoir, pour y arriver, mettre en place d'autres stratégies que juste ce qu'on vient de dire. Parce qu'on va se retrouver à un stade où on sera très bas en calories, on fera déjà beaucoup d'activité physique, et pourtant on perdra plus de gras. On atteindra ce palier. Voilà. Et bah ça y est, on y Là, on y arrive. arrive. On Voilà, on y arrive, arrive. on arrive à la distillation, au sucre que les Voilà. gens sont venus chercher dans ce podcast. Quelles sont ces stratégies quand dans, ta génétique ne te le permet pas, ton historique, tu mets tout bien en place, mais ça bloque. Ça bloque et tu n'arrives pas à descendre sous ces 10-12 et tu as envie de continuer ou plus, tu nous le diras. Mais donc quel genre de stratégie les gens peuvent, pas doivent, mais peuvent adopter, et j'imagine que ça doit être individuel aussi, mais vers quelle branche les gens peuvent s'orienter? Alors, c'est pas si individuel que ça, là, à ce stade-là. Il faut comprendre les bases. Il faut comprendre une chose déjà. Notre organisme, de l'homme avec un grand H, donc l'homme et la femme, la priorité de notre organisme, c'est pas de perdre du poids. Il faut que les gens comprennent que quand vous faites une perte de poids, agressive ou non, votre organisme subit un stress. Stress au sens large. Quand on fait une séance de sport, c'est un stress pour l'organisme. Hein, quand on va courir, notre organisme subit un stress. Donc il y a des stress positifs, stimulants, et d'autres qui sont plus négatifs. La perte de poids, c'est un stress qui est négatif pour l'organisme. On le met en déficit, donc il va manquer d'énergie, manquer de nutriments, manquer de minéraux, et on lui demande de, en plus, faire plus d'activité que d'habitude, malgré ce déficit. Et là où la priorité donc, de notre organisme, c'est pas la perte de poids et il subit ce stress, sa priorité à lui, c'est la survie. Depuis aussi longtemps que l'homme existe, la priorité de l'espèce, c'est la survie. Certains diront la reproduction, mais c'est faux. C'est la survie. Et comment est-ce que tu peux le démontrer très simplement sans avoir besoin de faire des monologues interminables? C'est que notre priorité est la survie. Tu le vois sur le fait que si demain tu fais ta perte de poids et tu es brutal sur ton déficit calorique, etc., chez la femme, très vite tu peux avoir ce qu'on appelle des aménorrhées, une absence de règles. Pourtant, à quoi servent les règles et les menstruations chez une femme? La reproduction. Donc, quand l'organisme subit ce stress de perte de poids, de déficit, qui est pour lui une agression, il va mettre au repos, à l'arrêt, ce mécanisme de menstruation. Pourquoi? Parce que ça demande de l'énergie chez une femme, ce cycle. Ça fatigue énormément la femme parce que sa physiologie, son organisme est fatigué. Donc on n'en a plus besoin, on est agressé, on n'en a plus besoin. L'organisme, c'est ce qui se dit, hein, je le schématise, mais ça se passe comme ça. Donc je mets au repos. Chez l'homme, la libido et la fertilité, pareil. Chez un homme qui est en sèche, qui mange peu de calories, tu l'as peut-être déjà vécu, quand tu manges peu de calories, quand tu perds beaucoup de poids, bah, la libido, c'est pas la même, bien entendu. Et la fertilité, si tu vas faire un spermogramme, je te garantis que ce ne sera pas les mêmes résultats que lorsque tu t'alimentes normalement, tu n'as pas de carence et tu cherches à maintenir ton poids, voire même à prendre du muscle. Voilà. Et c'est normal. C'est aussi pour ça que quand tu perds du poids, tu as plus facilement froid. Ta température corporelle diminue. Que ton cœur bat plus doucement. Les gens pensent j'ai un rythme cardiaque bas, donc je suis un bon sportif. Mais non, pas du tout. Hein, sauf si tu es marathonien, c'est une capacité d'adaptation. Mais c'est un peu le même mécanisme. C'est les battements par minute de ton cœur, ce fameux BPM, il est régulé par ton métabolisme finalement. Plus ton cœur bat vite, rapidement, plus ça consomme de l'énergie et des calories. Donc quand tu consommes peu de calories et tu mets ton corps à rude épreuve dans ce mode stress et de perte de poids, tes battements par minute diminuent parce que ton corps met toutes tes fonctions vitales en mode économie d'énergie. Et finalement, c'est ça le principal problème que les gens ne comprennent pas. Quand tu es trop extrême, quand tu manges trop peu de calories, et quand tu penses que manger toujours moins, ça va te faire perdre toujours plus de poids, à un moment donné, c'est exactement comme ton téléphone. Quand il n'y a plus de batterie pour fonctionner,
ton téléphone, sa priorité, c'est de rester allumé. Il se met, tu sais, tu as le mode économie d'énergie qui s'active. Ouais. Il continue à fonctionner, mais la lumière, elle est plus basse. Il va éliminer tout ce qui est superflu. Il va ralentir les fonctions. Voilà. Et ben c'est la même chose chez nous. La même chose. Donc c'est pour ça que vous avez froid. C'est pour ça que vous êtes au ralenti. Pour la moindre tâche, vous êtes fatigué. C'est pour ça que vous avez moins envie de bouger. C'est pour ça que votre cœur il bat beaucoup plus doucement. Votre tension elle est plus basse. Voilà, toutes ces il y a une absence de règles chez la femme potentiellement. Et là, c'est un signe que on n'est vraiment pas sur la bonne voie. La libido chez l'homme, etc. Toutes ces raisons-là, elles s'expliquent physiologiquement parlant par cette situation. Et quand on est dans cette situation, bah, il faut justement, c'est notre point principal. C'est pour ça que, pardon, j'ai fait ce long monologue, mais pour bien expliquer ce qu'il faut faire, justement, c'est la solution pour tous et toutes. Quand vous êtes dans cette situation, c'est ce que j'ai expliqué à Josh de faire. Il faut faire machine arrière. Il faut relancer ce métabolisme, on dit ça vulgairement, mais en fait c'est comme quand vous allez brancher l'iPhone pour remettre de la batterie. Ben, il faut vous redonner de la batterie, c'est tout. Il faut expliquer à votre organisme, écoute, on va avoir moins de stress, ça va aller, je vais te donner plus d'énergie pour fonctionner, donc tu peux y aller. Tu peux refaire battre le cœur plus vite, tu peux remonter un peu ma température corporelle, tu peux me redonner de la libido, tu peux me redonner de l'envie, de l'énergie pour m'entraîner, pour bouger, pour marcher, etc., etc. Et c'est un cercle vertueux qui fait que on va pouvoir se relancer et reperdre à nouveau du poids en mangeant plus de calories. Ça paraît fou, voilà, ça paraît fou. Faut Faut remanger, mais il faut remanger bien et correctement. Parce que c'est pas juste remanger, tu vois, c'est pas juste dire je vais augmenter les calories. Et il y a des bases fondamentales à ça. Parce que par exemple, si on va rentrer dans des termes un peu techniques, tu me diras, je vais essayer de simplifier. Tout ce métabolisme, c'est régi principalement par la thyroïde, la glande thyroïdienne qui va produire des hormones. Et en fait, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que cette thyroïde, elle produit plusieurs hormones. Je vais schématiser comme ça. Quand vous faites une prise de sang, vous avez cette fameuse TSH, T4, T3. Peut-être vous avez déjà tous vu ça sur une prise de sang. Ce que vous devez comprendre, c'est que la T4, c'est la forme qu'on appelle non active, pour faire simple. C'est-à-dire que ta thyroïde va produire de la T4, je schématise, et cette T4, elle est transformée en T3, qui est, elle, la forme active, et c'est ce taux de T3, finalement, qui va définir que tu dépenses plus ou moins de calories, que ton métabolisme est plus ou moins haut. Et en fait, cette conversion de T4 en T3, elle se fait, par exemple, elle s'active, entre autres, en grande partie, via les glucides. Et là, par exemple, quand tu comprends ça, tu comprends à quel point tous ceux qui, depuis des années et encore maintenant, nous disent qu'il faut être à zéro glucide, baisser les glucides, que les glucides vont nous faire perdre du gras, sont des gourous, des pseudo-experts, tu t'emploieras le terme que tu veux, qui n'ont jamais suivi de vraie formation en physiologie. Et font les choses parce qu'ils les ont entendues, parce qu'on leur a fait faire sans chercher à comprendre pourquoi. Parce que quand tu comprends ça, tu comprends que peut-être qu'aujourd'hui, tu perds plus de poids parce que tu es bas en calories, mais aussi tu es bas en glucides. Ce que font la plupart des gens. Ils l'ont entendu, on ne peut pas les blâmer. Ils ne sont pas formés, c'est pas leur métier, tu vois. Donc si tu remontes ces calories, et comme par magie tu remontes ces glucides, qu'est-ce que tu observes la plupart du temps? Tu repères du poids. Et là, les gens se disent, non, c'est impossible. Essayez, on verra. C'est marrant. C'est intéressant parce que du coup, tu es en train de dire que, imaginons, ils font un régime carnivore, ça marche très bien. Tu sais, et ils mangent que de la viande grasse, machin et tout. Et du coup, ils arrivent à ce stade où ils sont ras des pâquerettes, ils bouffent que de la viande. S'ils coupent la poire, peut-être pas la poire en deux, mais ils coupent la quantité de prot en deux et ils rajoutent du riz blanc, on va dire. Huit. L'énergie remonte pour le même nombre de calories limite, peut-être. Et ils perdront beaucoup plus de poids. Putain, c'est dingue parce que en fait, tu sais, il y a plein de gens qui sont là genre non, les glucides c'est de l'insuline, ça fait monter le truc, ça empêche de perdre du. C'est vrai Parce aussi. qu'ils ne comprennent pas.
Parce Ouais. qu'ils ne comprennent pas. Mm. Je dis, comme je dis aux coachs que je forme, je dis, être un bon coach, c'est savoir pourquoi. Tu baisses les calories, pourquoi? Tu mets cet aliment, pourquoi? Si tu n'as pas la réponse, ne le fais pas. Tu n'es pas un bon coach. Tu es juste un coach qui a fait un BPGEPS, qui écoute des trucs sur Instagram, des YouTube, mais t'es pas formé. Tu ne sais pas pourquoi. Et c'est le malheur de notre métier. Et je comprends que les diététiciens, parfois, ils sont outrés par notre corps de métier qui pratiquons la nutrition. Parce qu'en fait, les mecs, ils te donnent des conseils comme ça. Et quand tu leur demandes pourquoi, les explications, elles sont très farfelues. Tu vois? Et par exemple, cette notion d'insuline, euh, il faut savoir que ils vont te parler du fait que si tu manges du riz blanc, trop de glucides, tu vas avoir une production d'insuline trop importante, une glycémie trop haute. Mais par contre, ils vont pas t'expliquer que si tu n'en manges plus, ta sensibilité à l'insuline devient dramatiquement mauvaise parce que ton organisme n'a plus l'habitude de produire de l'insuline. Ton pancréas ne produit plus d'insuline. Ton organisme fonctionne constamment avec une glycémie, un taux de sucre dans le sang qui est bas. Et que le jour où tu vas réintroduire des glucides, vouloir remanger des glucides, et ça arrivera, tu vas pas faire toute ta vie sans, crois-moi, ça va très mal se passer. Parce que si tu désinhibes, pour faire simple, si tu désinhibes, pour parler simplement, ton organisme a une certaine chose, le jour où tu l'as réintroduit, ça se passe mal. On le voit avec le gluten. Hein. Tu manges pas de gluten. Admettons, toi et moi, aujourd'hui, on n'a aucun problème avec le gluten. Pendant 6 mois, on mange plus de gluten. Et dans 6 mois, je t'invite à la pizzeria, on se mange juste une bonne pizza. Ah ouais, on a mal au ventre, la diarrhée, c'est la catastrophe. Tu vois? Et Ah, c'est la même chose. je le savais, j'étais intolérant au gluten. J'ai eu raison Voilà. de ne pas en manger pendant 3 ans. Voilà. Ouais. Alors qu'avant, ça allait bien. Tu vois? Ouais. T'en as mangé 25 ans, ça allait bien. Tu vois? Voilà. Mais les gens, ils cherchent pas pourquoi. Je vais faire ça parce que, tu vois, un tel a dit. Comme même moi. Oui, Anthony West a dit que, donc je vais le faire. Mais pourquoi tu vas le faire? Est-ce que tu as compris pourquoi? Si t'as pas compris, ne le fais pas. Peu importe qui le dit. Tu vois, peu importe que le gars, soi-disant, c'est l'expert, le pseudo, le gourou. Non, il faut que tu comprennes pourquoi. Tu manges plus de glucides, pourquoi? Ah, l'insuline, ça n'a pas de sens. Tu vois, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, couper les glucides, il n'y a aucune justification physiologique à couper les glucides. Voilà. Sur 2 3 jours, dans certains cas, tu dois faire le poids pour une compète, un sport de combat. Mm. Voilà. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, la plupart sont des gens qui ne sont pas dans cette configuration-là, il n'y a aucune raison. Ça n'a aucun sens. Dire pour que ma glycémie et mon insuline aillent mieux, mais au contraire, ça sera pire, tu vois. Donc voilà, cette question d'insuline et de glycémie, ce que les gens doivent comprendre, c'est que la glycémie, il faut qu'elle soit stable. Il ne faut pas qu'elle soit basse, il faut qu'elle soit stable. Pour être en bonne santé, pour perdre du poids efficacement et pour prendre du muscle efficacement, on veut juste que notre glycémie, elle soit stable, équilibrée. On ne veut pas qu'elle soit basse et on ne veut pas qu'elle soit haute. Aucun des deux, ça n'a aucun sens qu'elle soit basse ou haute, ça ne sert à rien. On veut qu'elle soit stable. Ça élimine les problématiques de santé qui peuvent arriver du type diabète, insulino-résistant, insulino-dépendant. Ça écarte ces problématiques-là et ça permet de perdre du gras efficacement et prendre du muscle efficacement. On veut qu'elle soit stable. Voilà. Donc du coup, quand tu arrives à ces stades-là et que hop, tu as eu cette baisse d'énergie, tu réintroduis des glucides intelligemment, donc tu remontes un petit peu, tu remontes un pourcentage, un nombre de calories un peu plus, 100 calories de plus par jour, c'est un pourcentage de calories générales ou c'est plus 100 calories par jour ou des grosses reprises, t'as une comment dire, des recommandations par rapport aux quantités de parce que tu vas pas te faire 12 000 calories dans la journée à bouffer, même si c'est ça Non. des glucides. Non, Voilà, non, bien c'est- sûr. Ouais. Non, pas du tout. Alors, il y a 2 configurations. La première, c'est vous n'avez pas bien fait les choses et vous vous retrouvez, parce que vous nous écoutez, dans une situation extrême, vous avez coupé les glucides, vous êtes très bas en calories. Et là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de remonter de manière assez importante. Donc, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est que tu calcules ton maintien calorique. Et d'ailleurs, si les gens ont besoin, j'ai fait une vidéo qui est sortie dimanche là-dessus. Comment calculer son maintien calorique. Je l'ai vu, ouais. Je l'ai Gratuite, hein, elle est gratuite. Sur voilà, YouTube, les gens hein, peuvent celle la de YouTube. regarder. Sur YouTube, ouais. Ouais, Les gens ouais, peuvent ouais, la sur le côté, regarder. elle est très bien. Vous calculez votre maintien calorique et vous remontez à ce maintien.
avec à peu près, on pourrait dire aux gens, 45-50% de vos calories en glucides. Le reste, protéines, lipides. Faites ça. Deuxième configuration, comme Josh, vous avez bien fait les choses. Votre perte de poids, elle a été efficace, vous êtes arrivé. Et dans ce cas, il faut remonter progressivement. Pareil, vous êtes sur un palier, vous avez bien fait les choses, vous remontez progressivement. Pas de jour en jour, parce que de jour en jour, ça ne permet pas de constater l'efficacité ou non de l'augmentation qu'on a fait. C'est important d'avoir des repères et de voir, ok, j'ai augmenté mes calories, mes glucides, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que je dois augmenter ou non? Parce que de la même manière qu'on a dit, on ne modifie pas quand tout va bien, quand on baisse, c'est la même chose quand on monte. Tu vois? Tu le fais par palier. Donc si tu te retrouves à 2000 kilocalories bas en glucides, tu fais une augmentation de 10% par exemple. Donc tu remontes de 200 kilocalories, ce qui représente 50 grammes de glucides. Donc 50 grammes de glucides, ça fait 80 grammes de riz pesé cru par exemple. Donc tu ajoutes 80 grammes de riz pois cru dans ta journée sur une semaine. Et tu observes. Qu'est-ce que ça donne? Si j'ai le résultat escompté, le poids repart, l'énergie, etc., je continue. Alors, Si... pardon, vas-y. Vas-y. Non, non. Ce que j'allais dire, c'est parce que parfois les gens ils disent mais non, mais j'ai repris 1 kilo. En faisant ce genre de choses. Alors, Ouais. je sais pas si c'est possible ou pas. J'ai pris un exemple au hasard de 1 kilo, mais tu vois ce que je veux dire? Ils disent mais non, ça marche pas du tout. J'ai repris 1 kilo. Est-ce que tu leur dis oui, mais est-ce que tu as repris de l'énergie? Comment tu En cette fait, peur là? les gens qui ont repris 1 kilo lorsqu'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils sont dans la première configuration. C'est ça le problème. Sur eux, ce que je viens de dire ne marche pas. Ne marche pas. Parce que quand ton métabolisme il a morflé, que tu es dans ce mode économie d'énergie survie dont j'ai parlé, c'est pas parce que tu rajoutes 80 grammes de riz que ton organisme il va se dire ah chouette 80 grammes de riz, allez on repart. Non, au contraire, il va vite le stocker. Je schématise comme ça, mais ça se passe comme ça. Il va vite stocker ses calories en plus, faire des réserves justement pour la prochaine pénurie. Tu vois? Ok. Quand tu Eh tires oui. trop sur la. Ok. Il va pas Eh les oui. utiliser intelligemment, il va faire Eh oui. de la merde avec quoi. Mais il est pas con, heureusement pour nous, dans la survie. Parce Ouais. que à l'époque du paléolithique, quand ils chassaient un mammouth et ils mangeaient une fois tous les 10 jours un certain nombre de calories, si l'organisme il cramait tout de suite, on n'aurait peut-être pas survécu. Tu vois? Ouais. Ouais, Voilà. clairement, ouais. Il faut un peu le. C'est primitif ce que je dis, mais il faut un peu le schématiser comme ça. Donc, tu as cette faculté d'adaptation de l'homme avec un grand H, encore une fois, hein, chez l'homme comme chez la femme, qui existe, on ne peut pas le nier, cette capacité d'adaptation. Regarde les différences de couleur de peau en fonction de la région du monde dans laquelle on vit, les différences morphologiques, anatomiques, les peuples qui sont plus ou moins grands, plus ou moins petits, la tolérance que l'on a ou non à certains aliments ou pas. Par exemple, on sait que les peuples du Nord digèrent beaucoup mieux les produits laitiers que les peuples du Sud. On sait que les Inuits, ils ont beaucoup de mal avec les graisses type ala, les graisses type végétales que d'autres parce qu'ils sont habitués aux poissons gras. Enfin, tout ça, on ne peut pas le nier. Donc, voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, quand ces gens-là reprennent du poids alors qu'ils augmentent, c'est parce que eux, ils sont obligés de remonter tout de suite. Ce que j'ai expliqué. Il faut qu'ils remontent tout de suite à leur maintien calorique. Ils sont dans une situation où, de toute façon, tu sais, tu as deux solutions. Tu es en face d'un mur, tu veux avancer, tu es en face d'un mur, il y a une porte là-bas à gauche. Soit tu continues comme un con, pardonnez-moi, d'avancer, et tu te dis à un moment donné, le mur il va bien s'effondrer à force que je me tape la tête contre, tu vois. Soit peut-être tu fais 4 pas sur ta gauche, et puis tu prends la porte. Hein? Comme dit, je crois que c'est Einstein, il n'y a qu'un fou qui répète encore les mêmes erreurs en s'attendant à un résultat différent. Pardon, j'ai peut-être un peu modifié la citation, mais voilà. Donc, bien sûr, si tu fais toujours la même chose, tu peux pas t'attendre à un résultat différent. Il faut être stupide. Donc, il faut bien que les gens aient ça en tête. Ça marche plus. Qu'est-ce que tu crois que qui va se passer de différent? Donc, il faut changer. Et effectivement, lorsque c'est ainsi, il faut vraiment remonter ses calories de manière importante. Et du coup, la personne donc, qui a remonté pendant. Désolé, je nous ai fait faire une boucle encore. Vas-y, donc je vas-y, reviens bien à ce sûr, que bien tu sûr. disais. Donc, il est passé de 2000 à 2200. Il regarde ce qui se passe une semaine. Si son poids redescend, et donc, du coup, il reprend un peu d'énergie ou il regarde juste son poids, les facteurs à regarder, c'est quoi? L'énergie, le poids
Tout, je dirais. Alors, le poids et la composition corporelle, comme on le rappelle, le poids, c'est une donnée pour l'évolution physique, mais c'est pas le seul. Donc, le poids, les mensurations, tour de taille, tour d'épaule, les photos, des photos, et bien sûr, les marqueurs d'énergie, tu l'as dit, sommeil, stress, ressenti, digestion, voilà, tout ça. Si ça s'améliore, ne touchez à rien. Ça s'améliore, Ok. ça va dans le bon sens. Par exemple, si la perte de poids, si l'objectif c'était de continuer à perdre du poids et que tu continues à perdre du poids en ayant cette augmentation, il faut continuer. Si l'objectif c'était de stabiliser un poids et que le poids continue de descendre, par contre, ça veut dire que tu peux encore remonter jusqu'à ce que ce poids se stabilise et là tu touches à rien, tu vois. Il faut piloter vis-à-vis de ton objectif. C'est le meilleur exemple, c'est une prise de masse. Si tu fais une prise de masse, tu fais une diète à 2800 calories et tu as pris 1 kilo. Tu augmentes ta diète ou tu laisses les 2800? Bah, je laisse les 2800 pour l'instant. Bah Tant oui, que ça parce que augmente. si, Ouais, ouais. si tu augmentes, il va se passer quoi? Tu vas prendre du gras, Hmm. tu vas trop augmenter, tu vois. Bah, c'est la Ah même ouais. chose. Voilà. Tu vas pas bouger alors que tu as perdu à nouveau ou réussi à stabiliser. Donc il faut piloter intelligemment comme Ça ça. marche. Donc, ok. Et donc, le poids stagne, mais il voulait descendre quand il a remonté ses calories. Il stagne. Tu vois, il voulait descendre, donc il a remonté les calories et son poids stagne. Dans ce cas-là, il fait quoi? Il Il monte gagne. encore. Il monte encore. Ok, Il, ça il marche. monte encore jusqu'à... Il y a deux choses. Il monte encore, soit jusqu'à un stade où on arrive vraiment à ce qu'est le métabolisme qu'on aura calculé de stabilisation normale. Et ça veut dire qu'on a récupéré un métabolisme et une physiologie qui est bonne. Ok, Voilà. donc avant ça, tu auras déjà. Donc, comme dans le cas où ça se passe mal, tu calcules ton maintien et en fait, tu restes dans cette marge là où tu es et ton maintien et tu remontes. Et si ça stagne jusqu'à là, là, tu t'arrêtes quand tu arrives au maintien. Là, tu t'arrêtes, tu restes 2 3 semaines, tu vérifies que tu es bien à ce maintien. Et là, c'est bon signe, parce que ça veut dire que tu as récupéré une physiologie, un métabolisme qui est normal, qui est bon. Pas Hmm, suroptimisé, mais qui est bon. Donc là, tu fais 2 3 semaines et tu peux redescendre à nouveau. d'accord. Tu vois? Tu T'as fait un. redescends à nouveau et tu refais ton déficit. D'accord. Et alors, ça revient à ce que tu disais sur le stress. En fait, tu te déstresses. Tu fais une phase de Exactement. soupape de déstressage où tu remontes. Exactement. Tu dis, écoute, de toute façon, je vais pas me taper la tête contre le mur, comme tu as dit tout à l'heure. Non. On remonte, hop, on se refait une petite pause, quelques semaines, et après, on repart. Et normalement, ça devrait, maintenant que tu as récupéré de Ouais, ton ça stress, machin fonctionne. et tout. Ça fonctionne à tous les coups, sauf si, problématique extérieure, sommeil. Ouais, Si le sommeil ne va pas, ça marchera pas. ouais. Stress très très important. Le stress, tu vois, quelqu'un qui est en train de divorcer, je prends des exemples extrêmes, perdre son emploi, voilà, ce genre de choses, où le stress a un impact terrible, un peu comme le manque de sommeil, pour les mêmes raisons finalement. D'ailleurs, souvent tu dors pas bien quand tu es dans ces situations-là, hein. De toute façon, les deux sont reliés. Voilà, ou problématiques physiologiques autres, c'est-à-dire là, on rentre dans des configurations de maladies, tu vois, maladies auto-immunes, hypothyroïdie, diabète, etc. Et bon, là, après, ça demande un pilotage Ouais, plus spécifique, tu vois, ouais, bilan il faut. sanguin, accompagnement médical, etc. Là, c'est des configurations particulières, mais si les gens se rendent compte que malgré ça, ils stagnent, il ne faut pas s'acharner, il faut chercher au bon endroit, tu vois. Ouais, Je ça marche. dis, comme j'explique toujours, encore une fois, aux coachs que je forme, pour trouver la bonne solution, il faut poser les bonnes questions et avoir le bon diagnostic. Tu ne peux pas trouver les bonnes solutions à un problème dont tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, tu vois. Hmm. Tu Et vois. je pense que c'est comme ce qu'on a dit au début, c'est avec les milliers de détails. T'es- il faut. Et tu le disais, en pilotant, là, tu disais piloter, genre, faut changer un peu les. Bien sûr. Comme dans un avion, quoi. En plus, j'ai le bon casque pour ça. Mais, tu sais, où tu tournes les manivelles d'un truc. Ah, ok, bah, j'augmente ça, je baisse ça, je truc. Et si tu fais tout bien et tu te dis, mince, c'est marrant, ça marche pas. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher la manivelle qui marche pas, quoi. C'est C'est ça, c'est intéressant ça. c'est super intéressant. Il reste plus beaucoup de temps parce que moi j'avais une question. Donc dans tout ça là, où est-ce que tu places l'alcool?
ou l'arrêt de l'alcool plutôt, j'ai un objectif de perte de poids et on va conclure là-dessus je pense parce qu'après il faut qu'on parte tous les deux. Mais comment est-ce que l'alcool empêche cet objectif? Parce que je t'ai vu en parler plusieurs fois, c'est pour ça, dans des vidéos et etc. Et à quel point c'est important si on veut perdre du poids d'arrêter l'alcool et en quoi est-ce que ça empêche une perte de gras quoi. Alors, l'alcool, c'est un vaste sujet qui est très compliqué déjà parce que je pense que en France, on a une culture qui est très ancrée là-dessus et attachée à ça. Donc, dès qu'on parle de l'alcool, certains vont même pas être ouverts d'esprit, tu vois. Ils vont manquer d'ouverture d'esprit pour essayer de comprendre. Ils n'ont pas envie de comprendre, tu vois. Ils ont envie que ce que je vais dire soit faux. Donc quand tu as envie dès le départ que ça soit faux, bon, tu n'écouteras pas et de toute façon, j'arriverai pas à te convaincre, quand bien même on a beaucoup de preuves autour de ce que je vais dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcool, on le sait, c'est un nutriment, en plus des calories, protéines, glucides, en plus des protéines, glucides, lipides, et que en dessous des lipides, c'est le plus calorique, 7 kilocaloriques pour 1 gramme d'alcool. Donc déjà, c'est la première chose. Quand tu consommes de l'alcool, on pourrait le dire, ça rajoute tes calories, ça augmente ton total calorique. Et comme en plus ça se boit, bon, c'est d'autant plus facile de vite consommer ces calories sans le sentir. Mais il y a surtout autre chose. C'est que ces calories ne sont pas traitées et utilisées comme les autres à cause justement de la présence non pas seulement des calories, mais de l'alcool en elle-même, comme elle est traitée en termes de substances par notre organisme. Quand vous allez consommer des glucides, des protéines et des lipides, ça va se passer de manière assez classique. Votre organisme, votre physiologie va les traiter, votre système digestif, vous allez les digérer ou non, mais normalement vous allez les digérer, ça va servir d'énergie et puis selon si vous dépassez ou non votre total calorique, vous allez prendre ou perdre du poids. Sauf que l'alcool en tant que tel, euh, finalement, c'est traité, on pourrait le dire, comme une substance toxique par notre organisme. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas l'utiliser en énergie en tant que telle. Elle ne va pas le traiter en tant qu'énergie comme elle traiterait les glucides, protéines et lipides. Par contre, étant donné qu'elle le subit, vraiment, elle le subit comme un poison, une substance poison, le terme est peut-être un peu fort, mais je vais quand même dire poison, j'assume. Elle le subit comme un poison qu'elle doit absolument filtrer et éliminer. Elle va activer en priorité, elle va se mettre en priorité sur cette substance-là au détriment des autres, au détriment des protéines, des glucides, des lipides. Donc, tout le fonctionnement métabolique va être perturbé parce que cette élimination de l'alcool va être traitée en priorité. Et ça va se faire bien sûr à travers le foie, les reins, parce que le foie et le rein, c'est le filtre. Hein, c'est le filtre de notre organisme, ça on le sait. Donc quand on a une substance comme ça, toxique, qui doit être éliminée, bah, c'est le foie et le rein qui vont faire le travail en priorité. D'où le fait, quand on consomme de l'alcool régulièrement et qu'on fait une prise de sang, qu'on observe ces fameux ALAT, AZAT, gamma-GT, qui sont très élevés parce que ça vient impacter le foie en priorité, le surstimuler, la consommation d'alcool, le faire travailler, etc., au détriment du reste, parce qu'il faudrait mieux que le foie travaille pour ce que l'on consomme qui est bon, tu vois. Donc voilà, donc déjà on a ce premier facteur-là. Ensuite, étant donné que ces calories en question ne sont pas utilisées en tant qu'énergie parce que nos muscles n'ont pas la capacité de traiter les calories de cet alcool et de l'utiliser en termes d'énergie, puisque c'est toxique finalement, on peut regarder ce terme de toxique, ben, il faut bien que ces calories ils aillent quelque part. Et quand on consomme des calories, ils vont à deux endroits. Soit ils sont utilisés comme énergie, trois endroits. Dans notre cas, normalement deux endroits, là trois endroits, on pourrait dire. Soit ils sont utilisés comme énergie, ils sont consommés. Soit ils sont stockés en glycogène dans nos muscles, et là on est content quand on veut prendre du muscle, ou refaire son énergie. Soit ils vont dans le tissu adipeux. Donc on prend de la graisse, on renforce nos réserves de graisse, on prend de la graisse. L'alcool, il ne peut pas aller dans le muscle, on ne va pas l'utiliser en tant qu'énergie. On ne peut pas le dépenser juste en allant courir ou autre, parce que ça ne fonctionne pas non plus. Notre organisme, notre physiologie ne sait pas le faire. Donc les calories, ils vont tout de suite dans le tissu adipeux, tu vois.
Donc, peu importe que tu nous parles de oui, je bois de l'alcool, mais je suis un déficit calorique, tu vois. Tu peux effectivement boire de l'alcool et perdre du poids, parce que ça, c'est une question de balance calorique, oui. Mais ta composition corporelle, le fait que tu perdes du gras, sera forcément, à 100% des cas, impacté par ta consommation d'alcool. Je ne sais pas si ce que j'ai expliqué est clair, tu vois. Si, très clair. Super clair. Voilà. Donc, c'est un point. Et après, on pourrait aller sur le fait que la consommation d'alcool va, du coup, parce qu'elle est traitée en tant que toxique, impacter les récepteurs, impacter la production de testostérone, déshydrater. Donc, qui dit déshydratation dit chute des performances intellectuelles, enfin cognitives, ouais, intellectuelles, sportives. Qui dit déshydratation dit risque accru sur la santé. Qui dit impact sur le foie, les reins, dit... Voilà, on peut faire une liste qui est très longue. Mais pour la perte de poids, le principal point que l'on peut évoquer, c'est ça. Et après, si en plus on rajoute le psychologique, et ce que crée l'alcool, la dépendance que ça crée, etc. Bon, là, on va très loin. D'ailleurs, j'aime le rappeler aux gens, je suis désolé, ça fera pas plaisir parce que, vous savez, j'ai grandi dans le Beaujolais, je précise. Mon grand frère que j'aime est directeur d'un château viticole, je précise. Celui qui m'a élevé, j'ai pas été élevé par mon père biologique, mais celui qui m'a élevé est viticulteur. Donc j'ai grandi dans cet environnement, je précise. Hein, et je pourrais mourir de dire ça, mais voilà, traître, effectivement. Mais j'aime le rappeler, en addictologie, on dit que l'alcoolisme, c'est juste défini par l'habitude, la fréquence. Ça veut dire que quelqu'un qui systématiquement tous les vendredis soirs a besoin de son apéro pour se sentir bien, il est addict. Donc donc il est alcoolique. Tu D'accord. vois. Une fois par semaine, Et c'est suffisant pour être considéré comme un alcoolique. si c'est l'habitude, et oui, tu vois. Mais parce que si tu l'as pas, tu te sens pas bien, tu vois. Ah, Attends, est-ce que c'est quelque chose de normal? Si t'as pas ton verre de vin le soir, tu te sens pas bien, c'est quelque chose de normal, ça? Ouais. Je pose la question. Mais c'est comme si t'as pas ta séance de sport, tu te sens pas bien. C'est pas normal non plus. C'est être addict aussi, hein. Attention, hein, je le place. Sauf que l'impact de faire du sport sur la santé, c'est pas le même que l'alcool. C'est ça, ouais, c'est un Tu meilleur vois, choix. donc, Quitte à choisir. Tu vois, Voilà. on peut pas placer ce problème d'addiction au même seuil. Hein. Comme au-dessus de l'alcool, il pourrait avoir l'héroïne ou ces substances qui sont encore plus addictives et graves. Mais tout de même, l'alcool, voilà, il faut pas négliger. Je sais que ça fera pas plaisir aux gens, à certains, d'entendre ça, mais voilà, c'est factuel. Je voulais le placer là parce que je me suis dit que peut-être que tout est bien maîtrisé. Il y a juste peut-être cet aspect-là. Peut-être que pendant un mois, si la personne arrête l'alcool un mois, pof, ça permettrait de passer le palier auquel la personne stagnait depuis je ne sais pas combien de temps, même si ça rentre dans les calories, même si voilà. Ok. Et ben, Après, c'est ça. Après, moi, j'ai travaillé avec pas mal de gens alcooliques, forcément sur les 15 ans, et les dizaines de milliers de personnes que j'ai suivies, il y a eu des gens qui étaient alcooliques. Ça passe déjà, comme tout ce qu'on vient de dire, par des étapes. Si vous buvez 3-4 fois par semaine, en buvant 2 fois, ça peut que aller mieux déjà. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas forcément évident, surtout si vraiment pour le coup on est addict, c'est pas forcément évident de couper comme ça. Mais voilà, il faut y aller étape par étape et il faut être conscient que l'alcool n'amène absolument rien de sain et de positif. Hein, on le sait, même les fameuses polyphénols dans le vin. ouais. Voilà, mon frère me tuerait de dire ça, mais même les fameuses polyphénols dans le vin, c'est dans le raisin, c'est pas dans le vin. Ouais, Tu vois? ouais, mangez du raisin et buvez du café, c'est bon. Voilà, Un verre de voilà. vin, voilà, c'est, ouais, ouais. Voilà. Hein. Bah écoute, on va conclure là-dessus. Vraiment merci, c'était passionnant encore une fois. On pourrait continuer, mais moi je peux pas là, faut que j'aille Avec chercher plaisir. la petite, Ouais, moi chez aussi, le médecin. j'ai une consultation avec un client après. Ça marche. Donc bah écoute, merci bien. On va se refaire un épisode 3. Merci à toi, On va trouver une nouvelle avec plaisir. thématique et poursuivre là-dessus. Et bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce dans les commentaires et puis d'aimer la vidéo aussi, hein, et de la partager à tous ceux que ça pourrait intéresser. Et puis bah bientôt, si vous voulez une partie 3,
proposez-nous une thématique. Avec plaisir. Et passe une excellente journée et à bientôt Merci à toi aussi. pour un nouvel épisode. À bientôt, merci à toi.